Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Que feriez-vous si vous trouviez un portefeuille dans la rue? Là, sur le trottoir, par terre. Imaginons la scène ensemble et faisons une petite expérience mentale. Vous vous promenez tranquillement et voilà qu'à quelques mètres devant vous, vous remarquez le portefeuille. Alors vous le ramassez et vous l'ouvrez. À l'intérieur, il y a tout ce que contient habituellement un portefeuille, c'est-à-dire des papiers d'identité, des cartes de crédit et enfin de l'argent. Disons quelques billets de 20 et de 50 euros par exemple. Alors, si on voulait simplifier la situation, on dirait que 3 solutions s'offrent à vous. D'abord, vous rapportez le portefeuille et son contenu à un poste de police. Ensuite, deuxième solution, vous vous rendez au poste de police pour remettre le portefeuille, mais vous gardez l'argent. Enfin, troisième solution, vous mettez l'argent dans votre poche et vous vous débarrassez du portefeuille. Alors maintenant, réfléchissons bien. Et surtout, soyez honnête avec vous-même. Si vous avez choisi la troisième hypothèse, c'est-à-dire de garder l'argent, qu'avez-vous fait entre le moment où vous avez pris la décision et celui où vous avez glissé les billets dans votre poche? Que s'est-il passé exactement? La réponse, c'est que vous avez levé les yeux et jeté un coup d'œil rapide autour de vous pour voir si personne ne vous avait vu. Et pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, tout simplement parce que vous savez, au fond de vous-même, que ce que vous avez fait n'était pas juste. Mais vous l'avez fait quand même, parce que personne ne vous a vu. En clair, si vous vous êtes permis de vous approprier les billets, alors que 1. Vous saviez que ce n'était pas la bonne manière d'agir, et qu'en plus 2. Vous connaissiez l'identité du vrai propriétaire, c'est parce que vous vous êtes dit « pas vu, pas pris ». D'une certaine manière, c'est un peu comme si la morale n'existait qu'à partir du moment où on était sous le regard de tous, mais que vous n'aviez plus à agir moralement quand personne ne vous voit. Mais alors, on peut légitimement se demander s'il vaut mieux vivre la vie de celui qui prend l'argent et qui en sort satisfait, qui en est parfaitement heureux, ou si au contraire, on vit mieux quand on agit de la manière la plus juste, et cela même si cela nous rapporte rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette petite expérience mentale que nous venons de faire ensemble est très comparable à la manière dont Platon commence son livre, probablement le plus célèbre, et qui s'intitule La République. Le problème fondamental qui l'intéresse ici est justement de savoir ce qu'est la justice, et quel est le rapport entre la justice et le bonheur, ou si vous préférez, en quoi la justice est-elle véritablement un bien pour moi, dans ma vie, et en quoi me permet-elle d'être heureux? Le texte, comme souvent chez Platon, se présente comme un dialogue entre Socrate et différents interlocuteurs. Parmi eux, c'est Glaucon, qui est le propre frère de Platon, qui propose un récit à peu près comparable à celui que je vous ai fait tout à l'heure, en l'occurrence au livre 2 de la République. Il raconte l'histoire de l'anneau de Gygès. Gygès est un berger qui trouve dans les montagnes un anneau. Alors il le passe à son doigt et il commence à jouer avec. Il le tourne dans un sens et dans l'autre. Après être redescendu au village, il s'aperçoit que l'anneau, quand il est tourné dans un certain sens, a le pouvoir de le faire disparaître. En clair, Gygès, c'est en quelque sorte l'homme invisible. Or, que se passe-t-il quand on a le pouvoir de disparaître à volonté, et donc de faire tout ce qu'on veut sans être vu? Eh bien, la plupart du temps, et dans la plupart des cas, on agit exactement de la même manière que celle que j'ai décrite tout à l'heure. On est absolument sûr que même en faisant les pires choses, on ne sera jamais pris, et que personne ne saura ce qu'on a fait. Personne, sauf nous-mêmes, bien sûr. Le propos de Glaucon, quand il raconte cette histoire, c'est de dire à Socrate qu'on ne pratique la justice et qu'on ne se montre soi-même juste que sous la contrainte d'autrui et sous la surveillance des autres. Évidemment, cela pose un problème, car on comprend bien que l'on ne peut pas fonder une cité sur une telle conception de la justice. On comprend également que si on est seulement juste parce qu'on a peur d'être vu en agissant injustement,
alors que reste-t-il de la justice? Ou si vous préférez, agir justement, mais sous la contrainte et la surveillance, ce n'est plus vraiment être juste. C'est pourquoi Socrate en vient à demander ce que c'est que la justice. Car pour lui, elle doit être considérée comme un bien non négociable, un bien en elle-même, et qui n'est pas soumis au fait d'être surveillé. Mais alors, quelle idée Socrate se fait-il de la justice? Et comment la définit-il exactement? Nous sommes ici au cœur du projet de la République de Platon. Comprenons bien que Platon parle à travers Socrate quand il le met en scène dans ses dialogues. Platon se sert du personnage de Socrate pour mieux déployer sa propre philosophie. Or, pour lui, la justice ne peut être comprise que dans le cadre beaucoup plus général de la cité, et au-delà de la cité, de l'univers, du cosmos. En clair, il pense que la justice consiste à remettre chaque chose, et de la même manière tout homme, à la place qui est la sienne dans le cadre de la cité, laquelle occupe elle-même une place dans le cadre du cosmos. Ou si vous préférez, être juste et se comporter conformément à l'idée de justice, c'est accepter la place qui est la sienne au sein du cosmos. À l'inverse, quiconque voudra sortir de la place qui lui a été assignée par la nature se comportera de façon injuste. C'est ce que les Grecs, d'une manière générale, appellent l'oubris, c'est-à-dire la démesure, l'intempérance ou encore l'orgueil. Et c'est là que réside l'injustice, c'est-à-dire dans le fait de ne pas correspondre avec ce que nous sommes, et donc de se présenter et de se faire valoir pour ce que nous ne sommes pas. Ou si vous préférez, il s'agit de laisser libre cours à ses désirs sans considération rationnelle, voire ensuite de mentir sur soi-même pour en tirer des avantages, des bénéfices, voire des honneurs qui ne nous sont pas dus. Être juste, cela consiste à suivre l'ordre de la nature. Être injuste, à le remettre en cause. La justice pour Platon, c'est quand chaque chose est à sa place, en l'homme comme dans la cité. Pour le dire très simplement, il y a une articulation, c'est-à-dire un lien, entre ce que Platon appelle la justice de l'âme, laquelle doit régner dans le cœur de tout homme, et la justice politique, c'est-à-dire la justice dans la cité. Il y a un lien entre la justice de l'âme individuelle et la justice de l'État, entre microcosme et macrocosme. Quand tous les individus savent quelle est leur place, et la respectent, et ne cherchent pas à en sortir, alors la tempérance et la sagesse règnent également dans l'ordre politique. Pourquoi? Parce que des citoyens sages, qui savent qui ils sont et quelles sont leurs limites, ne peuvent produire que des lois justes et bonnes. En retour, de telles lois ne peuvent que favoriser les individus à rester à leur place. C'est ainsi qu'une véritable harmonie entre toutes les classes de la société est possible. Et en l'occurrence, Platon en voit trois: les dirigeants, les soldats et les artisans. De ce point de vue, comprenons bien que Platon n'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui un progressiste. Quand il écrit La République, il a sous les yeux une cité d'Athènes qui, selon lui, est sur le déclin. Elle a perdu la guerre contre Sparte, les hommes ne pensent plus qu'à leur bonheur privé, et les lois d'Athènes ne sont plus respectées. Autrement dit, Platon est une sorte de conservateur, qui propose avec son livre une solution, un remède aux maux de la cité, autant sur le plan politique que sur le plan moral. Mais alors de quoi s'agit-il? Quel est ce remède? Ce remède, ou plutôt ce triple remède, consiste d'abord dans le fait de considérer à égalité les hommes et les femmes, de leur accorder une même éducation et de leur donner accès aux mêmes fonctions. Ensuite, à fonder une communauté des femmes et des enfants, lesquels seront communs à tous. Ou si vous préférez, il ne doit pas y avoir d'exclusivité dans les rapports amoureux. Et les enfants doivent être enlevés à leurs parents dès la naissance et confiés à l'ensemble de la cité. À cet égard, Platon écrit « Les femmes de nos guerriers seront communes toutes à tous. Aucune n'habitera en particulier avec aucun d'eux. De même, les enfants seront communs et les parents ne connaîtront pas leurs enfants, ni ceux-ci non plus leurs parents. »
On a pu d'ailleurs parler de communisme des femmes et des enfants chez Platon. Enfin, le troisième remède, qui est le plus important, consiste à confier le pouvoir au philosophe. C'est ce qu'il appelle la théorie du roi philosophe et du philosophe roi. En clair, le roi doit devenir philosophe ou le philosophe doit devenir roi. Alors pourquoi le pouvoir doit-il être exercé par le philosophe ? Eh bien tout simplement parce que le philosophe est celui qui détient le savoir. Non un savoir technique particulier et qui ne ferait que réduire l'activité politique à une simple gestion des affaires courantes, mais plutôt un savoir de ce que sont les idées, notamment l'idée de justice, et au-delà de ça, de ce qu'est l'idée du bien. Le bien étant en quelque sorte le point de fuite ou la ligne d'horizon vers laquelle se dirige toute l'organisation de la cité, mais aussi la vie de tout homme. Pourquoi ? Parce que tout homme, et par extension toute cité politique, veut le bien, au moins pour lui-même, si ce n'est pour les autres. Dans ces conditions, il est donc normal pour Platon de confier l'autorité suprême à celui ou à ceux qui sont en mesure de s'élever à la contemplation de telles idées. C'est-à-dire qui les connaissent, car c'est par la philosophie que l'on parvient à la connaissance de ce qui est bon pour nous. Ou si vous préférez, il faut comprendre que la théorie politique de Platon s'inscrit dans le cadre d'une théorie de la connaissance, autant que d'une théorie morale. Gouverner une cité, c'est chercher à faire son bien. Et pour y parvenir, il faut savoir de quoi on parle. Or, pour Platon, la réalité de toute chose ne se trouve pas dans le monde lui-même, mais dans les idées. Ou pour le dire encore autrement, toute chose dans le monde sensible, c'est-à-dire dans lequel nous vivons, n'est qu'une pâle copie, une reproduction imparfaite, basée sur un modèle d'origine qui ne se trouve que dans une idée, laquelle est la véritable origine des choses. Monter vers les idées par l'exercice de la pensée, c'est donc se hisser à la réalité de toute chose et accéder à une connaissance véritable. C'est d'ailleurs ici que Platon expose sa fameuse allégorie de la caverne, dans un texte célèbre que la plupart des lycéens ont étudié. C'est en quelque sorte un résumé de la pensée de Platon, mais aussi de la philosophie tout entière, du moins telle qu'on nous la présente au début, quand on commence à en faire. En l'occurrence, on nous la présente comme un moyen d'accéder à l'essence des choses, et donc comme la possibilité de sortir d'un monde fait de mensonges et d'illusions, en s'élevant par l'activité de l'esprit. Alors pour rappel, l'allégorie de la caverne explique qu'au fond d'une caverne souterraine, des hommes sont prisonniers. Mais comme ils sont habitués à être enchaînés depuis la naissance, et à regarder toujours vers le fond de la caverne dans l'obscurité, ils ignorent tout de leur captivité, et ainsi ne se vivent pas eux-mêmes comme des prisonniers, ils se croient libres. De la même manière, et comme ils n'ont pas la possibilité de tourner la tête ou de sortir, ils s'imaginent que les ombres qu'ils voient défiler sur le mur sont des réalités. Ils sont donc bien loin de s'imaginer que ce qu'ils prennent pour la réalité ne sont que le reflet des êtres se trouvant à l'extérieur de la caverne. Ils vivent donc dans un monde d'illusions et de mensonges, mais ils sont persuadés que tout est vrai. Socrate dit qu'ils sont comme nous, car d'une certaine manière, c'est nous qui vivons dans une caverne faite d'ombres et d'illusions, et qui nous croyons libres, parce que nous n'avons jamais rien connu d'autre. Ainsi, quand l'un des habitants de la caverne parvient à défaire ses chaînes et à remonter à la surface, il voit enfin le monde tel qu'il est. En clair, il accède à la vérité et comprend que jusque-là, il vivait dans un monde illusoire. Cet homme, c'est le philosophe. Et son ascension lors de la sortie de la caverne est l'image même de l'activité philosophique, laquelle consiste à sortir du monde sensible par l'esprit, à regarder les choses telles qu'elles sont dans leurs essences, et y trouver le bien moral. Alors pourquoi le bien moral ? Eh bien parce qu'il ne peut y avoir de paix dans le mensonge. Pas d'harmonie si l'on sait que le monde est faux. Or, tant que les hommes, au fond de leur caverne, ne savaient pas qu'ils vivaient dans une illusion, rien ne leur posait problème. Mais dès lors que l'un d'eux découvre la vérité, alors
celui-là ne peut plus supporter l'idée de revivre dans le monde tel qu'il était avant de savoir, c'est-à-dire avant de faire de la philosophie, et 2, il ne peut que partager ce qu'il sait avec les autres, qui eux sont restés au fond de la caverne. La question qui se pose alors est de savoir comment est accueilli celui qui sait, par ceux qui ne savent pas. Car à votre avis, comment considère-t-on celui qui vient à remettre en cause toutes nos idées, notre rapport au monde, et donc notre confort ? D'une manière générale, dans l'allégorie de la caverne comme dans la vie de n'importe qui, cela se passe assez mal, et on ne fait pas un très bon accueil aux philosophes. La difficulté pour Platon, mais aussi l'enjeu de son projet, est donc de placer le philosophe au pouvoir. Je dis la difficulté car, même au IVe siècle avant notre ère, on accusait les philosophes de toutes sortes de choses, et pas seulement d'être inutiles, mais surtout de détourner la jeunesse des traditions, du respect des dieux et de la piété, par les questions qu'ils posaient et en invitant à réfléchir. Comme lors du procès de Socrate, par exemple. En ce sens, n'oublions pas que c'est à Athènes, et donc dans le berceau de la démocratie, là où l'esprit a commencé à souffler, que le philosophe a été condamné à mort. En réponse à cela, la cité idéale que Platon décrit dans la République est donc une cité où celui qui cherche à définir la justice et le bien est toujours le mieux placé pour gouverner. La République est par voie de conséquence une sorte de miracle politique permis par la philosophie, et par une conversion de l'âme à la recherche et à l'amour du vrai, du bien, du juste. Mais attention, la République de Platon, c'est aussi une cité où tout ce qui ne renvoie pas à la vérité des idées, tout ce qui ne concerne que les plaisirs des sens est rejeté. Par exemple, l'art et les artistes. Les musiciens et les poètes sont exclus de la cité idéale et condamnés à s'exiler, car l'art ne fait que reproduire la réalité sensible, et donc, aux yeux de Platon, détourne l'esprit de la recherche des idées vraies. C'est donc une cité où la lecture d'Homère serait interdite. De la même manière, les arts culinaires, la gastronomie, est vue comme une activité impure, dans la mesure où elle ne concerne que le corps et son plaisir. Platon n'y voit qu'une corruption de l'âme et une décadence morale, ne pouvant conduire ceux qui s'y adonnent qu'à l'injustice. Pour le dire simplement, tout n'est pas rose dans la cité idéale. Et on se tromperait lourdement si on considérait Platon comme un réformateur politique en avance sur la modernité. D'ailleurs, il considère la démocratie comme le pire des régimes. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et donc de l'opinion dominante, c'est-à-dire de l'ignorance, et du changement incessant de direction en fonction des intérêts de chacun. Elle est donc tout le contraire du régime où le philosophe est roi. Donnez le pouvoir au peuple, c'est-à-dire à n'importe qui, et vous verrez le premier démagogue venu faire son miel de la vacuité des esprits, qui une fois élu deviendra un tyran. La démocratie athénienne est pour Platon la cause principale de tous les maux de la cité, et c'est justement ce qui l'éloigne de nous, nous qui sommes si attachés au régime démocratique. Et d'une certaine manière, c'est ce qui nous empêche aussi de le comprendre. Du coup, peut-être faut-il appréhender la théorie platonicienne de la justice sous un autre angle, c'est-à-dire en partant de la fin du livre, au moment où Socrate raconte le mythe d'Her le Pamphilien. Le mythe raconte l'histoire d'Her, E-R, un soldat mort à la guerre, et qui a ressuscité, juste avant d'être brûlé sur le bûcher. C'est en se réveillant et en revenant à la vie qu'il aurait témoigné de son passage dans l'au-delà. Dans le mythe, Her explique qu'après le décès, les âmes des morts sont appelées à passer devant plusieurs juges, pour recevoir récompense ou punition. Ceux qui ont vécu une vie conforme à la raison et à la sagesse sont récompensés au décuple. Et à l'inverse, ceux qui se sont rendus coupables de crimes et qui ont vécu dans l'injustice sont punis au décuple. Après quoi, les âmes se présentent à la déesse de la destinée et doivent choisir un modèle de vie afin d'être renvoyées sur terre. Autrement dit, chaque âme
a le choix de sa propre destinée. Et il revient à chacune de choisir pour elle-même en quoi elle veut être réincarnée et la manière dont elle veut vivre. Une vie juste ou une vie injuste. Donc dans ces conditions, et comme l'indique le texte, les dieux ne sont pas responsables du choix que chacun fait pour lui-même. Chacun choisit en parfaite connaissance de cause et doit assumer son choix jusqu'au bout. Alors, le premier à choisir fait un choix très désinvolte, sans réfléchir, et se prononce pour une vie de tyran, pensant que cela lui apportera le pouvoir et les honneurs. Mais quand il réalise les malheurs et la souffrance qu'un tel choix implique pour lui-même, alors il est trop tard, et il en vient à maudire le hasard, oubliant que c'est lui qui a choisi, mais sans prendre le temps de la réflexion. Ensuite, les âmes qui suivent choisissent des vies en fonction de ce qu'elles ne souhaitent pas revivre, étant par là même influencées par leur vie passée. Mais in fine, aucune âme n'est vraiment satisfaite de son choix, regrettant après coup de ne pas avoir choisi autrement. À la fin, la dernière âme qui choisit son sort est celle d'Ulysse, le héros. Mais il fait un choix bien différent, car il opte pour une vie toute simple d'homme ordinaire, un homme comme un autre, vivant honnêtement de son travail et qui ne recherche pas de gloire particulière. Pourtant, Ulysse est le seul à être satisfait de son choix. D'abord parce que c'est exactement ce qu'il voulait, et cela même s'il n'avait pas eu le choix. Ensuite parce qu'il sait qu'une vie simple est celle qui lui correspond le plus. Il n'a pas choisi sous l'effet de la passion qui aveugle, ou de l'habitude qui endort, mais de la raison qui libère. Ainsi, si Ulysse fait le choix le plus sage, c'est d'abord et avant tout parce qu'il reste fidèle à lui-même. Comprenons donc que la justice est tout entière dans la sagesse de savoir être à sa place, et de cesser d'en désirer une autre, plus glorieuse ou plus opulente. Il ne s'agit pas simplement de récompense pour les justes et de punition pour ceux qui ont mal agi, car si ce n'était que cela, le propos de Platon serait beaucoup trop simpliste, mais plutôt de considérer la justice comme un principe de vie au sein de la cité. En clair, nous avons une responsabilité dans la vie que nous avons choisie. Et nous ne pouvons en rejeter le poids sur les épaules des autres sans nous mentir à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas non plus blâmer le hasard pour ce qui nous arrive, car cela reviendrait toujours à refuser d'assumer nos choix. En revanche, il nous appartient de savoir ce qui est bon pour nous, et donc de choisir rationnellement et par la pratique de la philosophie, afin de ne pas faire de mauvais choix, et de ne pas sombrer dans les turpitudes que connaissent toutes les âmes malheureuses et ignorantes. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.